j'y reviendrai, un des grands échecs de la presse. Un des grands échecs de la presse, c'est voilà, c'est ce sujet de la franc-maçonnerie, parce que les grands médias arrivent tous les ans. Alors je ne sais pas s'il y a des saisons un peu comme les foires au vin et les programmes immobiliers, à transformer ce sujet de la maçonnerie comme étant un grand mystère. Alors le mystère du mystère, chaque année, c'est soit la force de la maçonnerie de conserver son mystère, ou en tout cas l'incapacité des médias à percer, à lever l'éventuel secret qui pourrait l'entourer, mais en tout cas de s'apercevoir que c'est ces inconnus célèbres dont on parle beaucoup et dont il semblerait qu'une part de mystère persiste, demeure, et qu'elle continue à intriguer malgré justement la même persistance des médias à révéler et à souligner, soit dans des livres, soit dans des unes de magazines, les véritables fonctionnements, la machinerie interne de cette maçonnerie. Alors, nous allons apporter notre contribution à ce débat de manière totalement sereine, apaisée et transparente, de manière presque pédagogique, j'allais dire, justement pour expliquer et aller un peu plus avant dans cette matière de la maçonnerie, en compagnie justement de praticiens, de gens qui vivent cette thématique, et également en compagnie d'Éric Giacometti. Alors, je vais juste vous rappeler les règles simples de cet échange. J'ai demandé à chacun de nos intervenants de nous faire, alors il ne s'agit pas d'une séance solennelle, d'une planche totalement élaborée et très conséquente, mais en tout cas quelques minutes chacun pour donner leur version des faits, en quelque sorte, ou en tout cas donner déjà leur sentiment, leur vision sur cette approche de la maçonnerie, et de voir comment est-ce que, face au débat de société, ce type d'organisation, ce type de collectivité perdure et trouve sa place, et donc son intérêt. Et ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire éventuellement des remarques en vous présentant. La règle est simple. Si pour des raisons d'enregistrement, je reprendrai peut-être votre question dans ma bouche de manière à ce que nous ayons son enregistrement. Je vous signale juste une innovation pour les personnes qui ne sont pas venues récemment assister à nos débats. Ce dispositif mis en place par Weboconférence, qui est un système effectivement qui permet aux internautes de poser des questions, et donc je tenterai de m'en faire l'interprète au fur et à mesure que celles-ci apparaîtront. Et nous avons, autre originalité, le privilège d'être en liaison avec le Presse Club de Lyon, Serge Tognoni, qui également peut participer et poser des questions, donc je me permettrai de vous transmettre à l'occasion de cette séance. Alors, pour justement compléter les présentations, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc à ma droite, à votre gauche, Alain-Noël Dubar, qui est grand maître de la Grande Loge de France. À ma gauche, Éric Giacometti, qui est donc accessoirement journaliste au Parisien, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne ce matin. C'est surtout le co-auteur, le papa et co-papa d'une série à succès qui est effectivement avec Socraven, d'un commissaire Marcas, effectivement maçon lui-même, et qui donne l'occasion à son lecteur, souvent profane il semblerait, vu les performances et les chiffres des ventes colossaux, de ces titres, qui effectivement naviguent dans cet univers et donc participent aussi certainement à cette œuvre de pédagogie. À sa gauche et donc à l'extrême droite de cette table, Jacques Samuelian, qui est président du Conseil national du droit humain. Donc voilà, donc l'idée étant d'avoir à chaque fois des praticiens et des personnes engagées dans cette thématique. Merci messieurs de vous être prêtés à cet exercice, sachant que notre idée est d'aborder justement par rapport aux grandes thématiques de société, est-ce qu'il y a une vision, est-ce qu'il y a une réflexion maçonne, et d'autre part, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une influence ou une capacité à participer et à marquer de son identité, de ses convictions, le monde, la société, le monde qui nous entoure en termes réglementaires, en termes d'évolution de perception des mœurs ou des pratiques sociales. Alors de manière totalement arbitraire, parce qu'il n'y a pas d'ordre protocolaire spécifique, je vais donner la parole à Alain-Noël Dubar pour quelques minutes, s'il le veut bien, monsieur. Très volontiers. Je crois que vous avez abordé deux problèmes, le problème essentiellement du secret entre guillemets, et le problème de la maçonnerie dans le monde moderne. Alors le problème du secret, on peut peut-être l'aborder sur l'origine historique de la franc-maçonnerie. Nous ne sommes pas les héritiers des bâtisseurs de cathédrales. C'est clair pour tout le monde maintenant, je pense, mais ça devrait être clair. Par contre, nous avons dans le corpus symbolique complètement intégré les outils des corporations de bâtisseurs de cathédrales et leur manière de faire.
Et dans leur manière de faire, il y avait un certain nombre d'éléments. Les premiers éléments, c'était que dans une société qui à l'époque était complètement chrétienne, il y avait des serments qui étaient prêtés à l'époque sur la Bible, sur l'évangile de Jean et devant la Sainte Bible. Quelque part, cela est resté. Il y avait un deuxième élément. Le deuxième élément, c'était que ceux qui rentraient dans une corporation de bâtisseurs de cathédrales, bâtisseurs en général, les incorporations anglaises, prêtaient serment de ne révéler à qui que ce soit d'autre, et notamment à ceux qui étaient étrangers au métier, les secrets du tour de main du métier. Et cela aussi, c'est resté. Et le troisième élément est beaucoup plus prosaïque. C'est tout simplement le fait que ces structurations se sont poursuivies et ont été incorporées par la franc-maçonnerie. Prestation de serment, pas forcément sur la Bible, en ce qui concerne la Horloge de France, sur la Bible, mais pas comme un livre religieux, là c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parfois. Pour d'autres obédiences, ce n'est pas sur la Bible, mais la prestation de serment inclut l'adhésion à une structuration qui est fermée sur elle-même. Et la deuxième chose, c'est que le troisième élément du métier de bâtisseur, c'est également de faire un serment, c'est dans le Régis, 1390, la corporation dont l'honneur est d'être intègre. Être intègre sur tous les plans, et en même temps être intègre par rapport à ces serments. Donc là, voilà pour l'héritage d'où vient le secret. On peut parler du secret dans le détail après, il y aura sûrement des questions. Le deuxième élément, c'est participation à la vie de la société. C'est évident. C'est peut-être évident, c'était évident historiquement. La franc-maçonnerie a participé au siècle des Lumières. Très curieusement, elle n'a pas participé à la Révolution française dans son entier. C'est une pieuse légende qui est entretenue. Il y a eu des maçons qui étaient pour les idées révolutionnaires. Il y a eu plus de maçons, nobles, religieux et grands bourgeois qui étaient contre la Révolution française. Il ne faut pas se voiler la face. Mais il y a participé à l'évolution des idées. À la Troisième République, on pouvait penser qu'à peu près un tiers des parlementaires étaient francs-maçons. Et bien évidemment, ils ont participé à cet élément essentiel qu'a été, à la fin du XIXe siècle jusqu'à 1905, à la loi de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire à faire apparaître dans la société française la nécessité de la laïcité, de séparer le domaine de la religion du domaine de la science et de la philosophie. Et là, c'est quelque chose de fondamental sur lequel toutes les obédiences s'accordent. La laïcité est consubstantielle à la République, du reste dans l'article 20 de la Constitution. Et le troisième élément, à partir de la Seconde Guerre mondiale, la franc-maçonnerie a été complètement décapitée. Il devait y avoir, je pense, 120 000 sœurs et frères avant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, il en restait 8 000. La maçonnerie s'est donc reconstituée. Elle s'est reconstituée selon des voies un peu différentes, mais qui existaient déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Une franc-maçonnerie masculine, une franc-maçonnerie mixte, et il s'est créé, en 1945, une franc-maçonnerie féminine. Donc tout le panel était représenté. Et dans ces différents courants, les francs-maçons ont continué à exercer une influence sur la société de manière un peu moins marquée et un peu moins parlementaire, j'allais dire, que pendant la Troisième République. C'est en influence sur l'opinion de la société que cette opinion s'est transmise au niveau des parlementaires. Modalités différentes. Et on a vu apparaître le mouvement pour le planning familial, les lois sur la contraception, pour les lois sur l'IVG. Tout cela s'est fait dans discussion sociologique, transmise après au Parlement, adoption de lois, qui sont ce qu'elles sont, bonnes ou mauvaises, avec quelque chose qui est fondamental, le respect de la liberté de conscience sur ces problèmes de bioéthique, le respect de la liberté de conscience de chacun, à la fois de ceux qui veulent avoir recours à la loi, notamment sur l'IVG ou non, et de ceux qui veulent le pratiquer ou non. Et dans les temps modernes, il est bien clair qu'il y a des réflexions dans les obédiences de manière différente sur un certain nombre de sujets de société qui, en ce qui concerne la Grande Loge de France, là je parle pour la maison Grande Loge de France, n'implique pas l'obédience en tant que telle, mais implique tous les frères de l'obédience en tant que francs-maçons de la Grande Loge de France. Le sujet sur la question de la vie des loges qui est en cours cette année, c'est le sujet sur la justice. La justice en tant que symbole, pas en tant qu'institution. La justice en tant que mise en pratique, et éventuellement, pour les loges que ça intéresse, ou les frères que ça intéresse, réflexion sur la justice sociale au XXIe siècle. Mais cela est de l'appréciation non pas de la Grande Loge, qui lance la discussion, mais des frères des loges de la Grande Loge de France, qui ont chacun leur opinion.
S'il s'avérait que l'opinion majoritaire corresponde à quelque chose de bien précis, ça deviendrait l'opinion de la Grande Loge de France. Je ne pense pas que ça ira jusque-là. Mais il est important que tous les frères de la Grande Loge réfléchissent sur la justice sociale. Je pense que l'année prochaine, l'une des questions sera probablement sur les droits qu'on pourrait appeler les droits écologiques, entre guillemets. Je crois qu'il y a eu 3 grandes évolutions dans le domaine des droits. Les droits politiques, l'acquisition des droits politiques qui a commencé en 1789 et qui n'est pas terminée. Les droits politiques de la femme, les droits politiques au sens large de la vie de la femme dans la cité ne sont pas complètement achevés, mais l'essentiel a quand même été fait. Nous avons vu apparaître les droits sociaux, qui depuis notamment la 4e République et la 5e constituent un grand panel d'évolution des droits. Le droit au logement, par exemple, c'est l'un des derniers avatars de la législation, c'est sûrement insuffisant, c'est sûrement mal fagoté, pour ne pas avoir l'expression, mais ça existe. Il me semble que pour les 50 ans qui vont venir, l'essentiel de réflexion sur les droits vont être les droits, ce qu'on appelle le développement durable, l'écologie, etc. Sans que nous soutenions le parti écologiste. L'écologie n'est pas le parti écologiste, il faut être clair aussi dans notre réflexion. Mais ces droits-là doivent être réfléchis, et je ne doute pas qu'ils seront réfléchis dans les loges, dans la Grande Loge de France, c'est sûr, mais je pense également dans les loges des autres obédiences. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci. Juste un petit mot en termes d'ordre de grandeur. Déjà, la date de création de la Grande Loge de France. Enfin, un mot très nommé. De manière, c'est pas une fiche d'identité signalétique, mais c'est juste qu'on ait voilà, une idée des forces en présence, ou des divisions. Oh, il n'y a pas une question de force en présence. Ah non, mais c'est des ordres de grandeur. La maçonnerie est née dans notre pays en 1728. Elle s'est appelée Grande Loge de France. Il y a eu en 1773 une scission importante qui a créé le Grand Orient de France. Il sont restés quelques loges de la Grande Loge de France, en petit nombre, qui ont continué à survivre et qui se sont incorporées en 1804 dans une structure qui est un peu différente, qui est moins connue, qui s'appelle le Suprême Conseil de France, qui régit les 33 degrés du rite. Les 3 premiers degrés étant ceux des loges, qu'on appelle les loges symboliques, loges bleues, mais c'est une mauvaise expression, qui sont celles de la Grande Loge de France. Il y a eu un certain nombre de mouvements, et la Grande Loge de France s'est reconstituée sur le plan de l'autonomie en 1894 et sur le plan associatif en 1904, après les lois d'association, les lois sur les associations de 1901. Donc la filiation, c'est 1728, à travers un certain nombre de structures un peu différentes. Pour la Fédération d'hydrogène, même j'ai qu'à répondre. Sur le plan des divisions, comme vous dites, ça n'a pas une grosse importance. L'obédience la plus importante, c'est le Grand Orient de France, qui doit comporter 45 000 membres à l'heure actuelle, avec 1150 ou 1200 loges. La Grande Loge de France, c'est 30 000, 32 000 frères actuellement, et 820 loges actuellement. Merci. Et puis effectivement, le micro se dirige vers lui pour se prêter au même exercice. Merci par avance. Bien. Alors, merci tout d'abord de votre invitation. Et puis, alors, moi, je suis très heureux de venir au Presse Club pour parler de transgression, finalement, puisque notre obédience, le droit humain, représente le pavé dans la mare, dans le beau paysage maçonnique du XIXe siècle. Puisque, en 1880, une loge, de la Grande Loge d'ailleurs, a osé initier une femme qui s'appelait Maria de Rennes, et 10 ans plus tard, un médecin qui s'appelle Georges Martin, avec cette femme, ont créé la première loge mixte qui est devenue le droit humain. Donc notre date est très précise, c'est de création de l'obédience, c'est 1893. Et alors, cette création, elle s'est d'emblée mise dans une situation un peu de marginalité. Marginalité, pourquoi ? Parce que à cette époque-là, évidemment, la mixité n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et il est inutile de rappeler que cette première loge a été interdite. Il y a eu quelques problèmes dans le mouvement maçonnique international, dirais-je. Et donc, d'emblée, nos fondateurs ont voulu poser les problèmes sociétaux au centre de la scène.